Chapitre 6. Clerval me mit alors entre les mains la lettre suivante, écrite par Élisabeth. « Mon cher cousin, tu as été malade, très malade, et même les lettres fréquentes de notre ami Henri n'arrivent pas à me rassurer sur ton état. On t'a interdit d'écrire, de tenir une plume, toutefois un seul mot de toi, mon cher Victor, suffirait à calmer nos appréhensions. Pendant longtemps, j'ai cru que chaque courrier l'apporterait, et mes instances ont réussi à empêcher mon oncle de partir pour Ingolstadt. Je lui ai avancé les fatigues et peut-être les dangers d'un si long trajet, et souvent j'ai regretté de ne pas pouvoir l'entreprendre moi-même. Je suppose que la tâche de rester à ton chevet est remplie par quelques vieilles infirmières salariées, une personne incapable d'exaucer tes désirs, d'avoir les soins et les attentions de ta pauvre cousine. Mais tout cela est fini à présent. Clerval nous écrit en effet que tu vas mieux. J'espère vivement que tu vas nous confirmer très vite cette nouvelle de ta propre main. Guéris vite et reviens-nous. Tu trouveras un foyer heureux et joyeux et des amis qui t'aiment tendrement. La santé de ton père est bonne, il demande seulement de te voir et de s'assurer que tu vas bien. Si c'était le cas, il retrouverait toute sa contenance. Combien tu serais ravi de constater les progrès d'Ernest. Il a maintenant 16 ans, et il est plein d'énergie et d'esprit. Il souhaite être un vrai Suisse et prendre du service à l'étranger, mais nous ne pouvons pas nous séparer de lui, pas avant que son frère aîné soit de retour. Mon oncle n'est pas très chaud à l'idée qu'il embrasse la carrière militaire dans un pays lointain, mais Ernest ne possède pas ton sens de l'application. Il considère les études comme une chaîne odieuse. Son temps se passe au plein air, il escalade les collines et rame sur le lac. J'ai peur qu'il ne devienne oisif si nous ne lui permettons pas d'embrasser la carrière qu'il a choisie. Depuis que tu nous as quittés, peu de changements, si ce n'est que nos chers enfants ont grandi. Le lac bleu et les montagnes auréolées de neige, voilà qui ne changent jamais. Je pense que notre foyer paisible et nos cœurs comblés sont soumis aux mêmes lois immuables. Mes occupations ordinaires prennent tout mon temps et me distraient, et je suis récompensée de mes efforts en voyant autour de moi des visages heureux. Tout de même, un changement depuis ton départ. Est-ce que tu te rappelles les circonstances dans lesquelles Justine Moritz est entrée dans notre famille ? Probablement pas. Je t'en raconte l'histoire en quelques mots. Madame Moritz, sa mère, était restée veuve avec 4 enfants. Justine, la 3e, avait toujours été la préférée de son père, mais sa mère, elle, par une étrange perversité, ne pouvait pas la supporter, de telle sorte qu'après la mort de M. Moritz, elle la traita très mal. Ma tante s'en aperçut, et quand Justine eut 12 ans, elle persuada la mère de la laisser vivre dans notre maison. Les institutions républicaines de notre pays ont favorisé des mœurs plus simples et plus modérées que celles des grandes monarchies qui nous entourent. Il y a chez nous moins de différence entre les diverses classes de la population, et celles-ci, ni plus pauvres ni plus méprisées, ont des comportements plus moraux. Un domestique à Genève, ce n'est pas du tout la même chose qu'un domestique en France ou en Angleterre. Et Justine, ainsi accueillie chez nous, a appris les devoirs d'une servante, une condition qui, dans notre pays, n'entraîne aucun préjugé d'ignorance ni aucun abandon de la dignité humaine. Justine, tu dois t'en souvenir, était notre préférée. Je me rappelle qu'un jour tu as prétendu qu'un seul de ses regards suffisait à chasser ta mauvaise humeur. Et c'est là ce que dit Arioste à propos de la beauté d'Angélica. Elle semble avoir un cœur franc et généreux. Ma tante conçut un si grand attachement pour elle qu'elle décida de lui donner une éducation plus poussée qu'elle n'avait d'abord pensé le faire. Ce bienfait fut pleinement récompensé. Justine était la créature la plus reconnaissante du monde. Je ne dis pas qu'elle le manifestait toujours, jamais d'ailleurs sa reconnaissance n'était exprimée verbalement, mais ses regards montraient en suffisance combien elle adorait sa protectrice. Quoique d'une nature gaie, voire un peu étourdie, elle prêtait la plus grande attention à chaque geste de ma tante. Elle la tenait pour le modèle de la vertu et cherchait à imiter sa façon de parler et ses allures, si bien qu'aujourd'hui encore elle me la rappelle. Quand ma tante que j'aimais tant mourut, nous étions trop absorbés par notre chagrin pour nous soucier de Justine qui lui avait prodigué ses soins avec la plus anxieuse affection. La pauvre Justine tomba malade, et pourtant d'autres malheurs l'attendaient. Les uns après les autres, ses frères et sœurs moururent, et sa mère, à l'exception de la fille qu'elle avait négligée, se retrouva sans enfant. Ceci la tourmenta, et elle en vint à se dire que la mort de ses préférés était le jugement du ciel qui la punissait ainsi de sa partialité. Elle était catholique romaine, et je crois que son confesseur partagea sa façon de voir. Et dès lors, quelques mois après ton départ pour Ingolstadt, Justine a été rappelée chez elle par sa mère repentante. Pauvre fille, elle pleurait en quittant notre maison. Elle avait fortement changé depuis le décès de ma tante. Le chagrin avait rendu ses manières plus douces et plus affables, alors qu'elle s'était toujours distinguée par sa vivacité, et ce n'était pas la perspective d'habiter de nouveau avec sa mère qui pouvait la réjouir. Celle-ci manquait de consistance. Parfois elle suppliait Justine d'oublier le mal qu'elle lui avait fait,
mais le plus souvent elle la tenait responsable de la mort de ses frères et sœurs. Et plus elle se lamentait, et plus elle devenait irascible jusqu'à en perdre sa santé. À présent, elle repose en paix, car elle est morte l'hiver dernier aux approches du froid. Justine est revenue chez nous, et je t'assure que je l'aime tendrement. Elle est très intelligente, gentille et particulièrement belle. Comme je le disais tout à l'heure, ses allures et ses expressions évoquent sans cesse ma chère tante. Je dois aussi te parler, mon cher cousin, de notre petit William. Je voudrais que tu puisses le voir. Il est très grand pour son âge, avec des yeux bleus et rieurs, des cils foncés et des cheveux bouclés. Quand il sourit, 2 petites fossettes surgissent sur ses joues qui sont roses de santé. Il a déjà eu 1 ou 2 petites épouses, mais c'est une jolie fillette de 5 ans qu'il préfère, Louisa Biron. À présent, mon cher Victor, j'espère que tu voudras être indulgent en ce qui concerne mes commérages sur le petit peuple de Genève. La jolie Miss Mansfield a déjà reçu des visites de félicitations à l'occasion de son prochain mariage avec un jeune Anglais, John Melbourne. Manon, sa sœur, qui est si laide, a épousé l'automne dernier le riche banquier M. Duvillard. Quant à ton meilleur camarade de classe, Louis Manoir, il a connu plusieurs revers depuis le départ de Clerval de Genève. Mais il est en train de se remettre, et on rapporte qu'il projette de se marier avec une jolie Française, Madame Tavernier. Elle est veuve et beaucoup plus âgée que lui, mais elle est fort admirée et elle plaît à tout le monde. J'étais dans de bonnes dispositions d'esprit pour t'écrire, mon cher cousin. Mais au moment de conclure, je me sens anxieuse. Écris-moi, mon très cher Victor, 1 ligne, 1 mot qui sera une bénédiction pour nous. Remercie 1000 fois Henri pour sa gentillesse, son affection et ses nombreuses lettres. Nous lui sommes sincèrement reconnaissants. Adieu, mon cher cousin, prends soin de toi et je t'en supplie, écris. Elisabeth Lavensa, Genève, 18 mars 1700 et quelques. Chère Elisabeth, m'exclamai-je après avoir lu sa lettre, je vais écrire aussitôt et vous délivrer de l'inquiétude que vous êtes tous en train d'éprouver. J'écrivis, mais cet effort me fatigua énormément, bien que ma convalescence eût commencé et suivi normalement son cours. Une quinzaine de jours plus tard, je fus à même de quitter ma chambre. Un de mes premiers soucis après mon rétablissement fut de présenter Clerval à plusieurs des professeurs de l'université. Avec ce qu'avait enduré mon esprit, j'effectuai là une démarche conventionnelle qui m'était pénible. Depuis la nuit fatale qui avait marqué la fin de mes travaux et le commencement de mes misères, j'avais conçu une violente antipathie pour le nom même de la philosophie naturelle. Au surplus, quand j'eus recouvré la santé, la vue d'un instrument de chimie faisait renaître mes peines et me rendait fébrile. Henri s'en aperçut et fit disparaître tous mes appareils. Il me poussa aussi à changer d'appartement, car il s'était rendu compte que j'étais très mal à l'aise dans la pièce qui me servait précédemment de laboratoire. Mais toutes les précautions prises par Clerval furent insuffisantes lors des visites que nous rendîmes au professeur. M. Waldman me tortura lorsqu'il fit, avec bonté et chaleur, l'éloge des progrès étonnants que j'avais réalisés dans le domaine scientifique. Mais il vit très vite que ce sujet me peinait, et n'en connaissant pas la cause réelle, il mit mon trouble sur le compte de la modestie, et changea de sujet pour parler plutôt de la science en elle-même, avec le souhait, c'était évident, que je sorte de ma réserve. Que pouvais-je faire ? Il cherchait à m'être agréable et il me tourmentait. Je sentais qu'il plaçait devant moi, un à un, ces instruments qui avaient provoqué ma lente et cruelle déchéance. Je souffrais à chacune de ses paroles, mais je ne pouvais pas lui révéler ma douleur. Clerval, dont les yeux et la sensibilité discernaient toujours rapidement les sensations des autres, détourna la conversation, alléguant en guise d'excuse sa totale ignorance, si bien que nos propos prirent un tour plus général. Je remerciai mon ami du fond du cœur, mais sans lui dire mot. Je vis bien qu'il était surpris, mais il n'essaya jamais de découvrir mon secret. Même si je l'aimais avec un mélange d'affection et de respect qui ne connaissait pas de bornes, je ne pouvais néanmoins pas me décider à lui confier l'événement qui me harcelait sans cesse l'esprit, car j'avais peur qu'en le partageant, il me ferait souffrir davantage. M. Krempe ne fut pas aussi docile. Dans mon état, avec ma sensibilité à fleur de peau, ces éloges brusques et grossiers me firent même plus de mal que la bienveillante approbation de M. Waldman. « Sacré nom !» s'écria-t-il. « Croyez-moi, M. Clerval, il nous a tous dépassés. Ah ! Regardez-moi si cela vous arrange, mais c'est l'entière vérité. Un jeune homme qui, il y a peu d'années encore, croyait en Cornelius Agrippa aussi fermement qu'en l'Évangile, est devenu aujourd'hui une des têtes de l'université. Et s'il ne s'arrête pas, nous ne ferons pas le poids à côté de lui. Ha ha !» continua-t-il, tout en observant sur mes traits l'expression de mon trouble. « Monsieur Frankenstein est modeste, une excellente qualité chez un jeune homme.
Les jeunes gens devraient se méfier d'eux-mêmes, croyez-moi, monsieur Clerval. Je l'étais aussi quand j'étais jeune, mais cela se dissipe en un rien de temps. » Là-dessus, monsieur Krempe entreprit son propre éloge, ce qui, par bonheur, fit dévier la conversation d'un sujet qui me faisait lourdement souffrir. Clerval n'avait jamais partagé mes goûts pour la science naturelle, et ses recherches littéraires différaient complètement de celles qui m'intéressaient. Il était venu à l'université dans le but de perfectionner ses connaissances des langues orientales et de réaliser de la sorte les projets qui lui tenaient à cœur. Décidé de poursuivre une carrière glorieuse, il tournait les yeux vers l'Orient, vers un domaine où son esprit aventureux s'épanouirait en toute liberté. Le persan, l'arabe, le sanskrit l'attiraient par-dessus tout, et je ne fus pas long à le suivre sur cette voie-là. N'ayant jamais aimé l'inaction, voulant fuir mes pensées, haïssant mes premières études, j'étais dès lors d'autant plus disponible pour devenir le condisciple de mon ami. J'acquis non seulement des connaissances nouvelles, mais en outre je trouvais une consolation à travers les œuvres des orientalistes. Au rebours de Clerval, je n'entrepris pas une étude critique de leur dialecte, étant donné que je n'y voyais là qu'une distraction passagère. Si je lisais les écrivains orientaux, c'était uniquement pour comprendre le sens de leurs écrits, et cela me dédommageait de mes peines. Leur mélancolie est apaisante, leur sérénité joyeuse vous élève à un degré que je n'ai jamais atteint en étudiant les auteurs des autres pays. Quand vous lisez leurs textes, la vie vous apparaît comme un jardin de roses ensoleillé. Ce sont des sourires, les mimiques d'une belle ennemie, un feu qui vous consume le cœur. Quelle différence avec la poésie virile et héroïque de la Grèce et de Rome! L'été se passa ainsi, et mon retour à Genève fut fixé pour la fin de l'automne. Mais divers incidents le différèrent. Il y eut l'hiver, la neige, des routes impraticables, de telle sorte que mon voyage fut retardé jusqu'au printemps suivant. Je fus fort affligé par ce retard, car j'étais impatient de revoir ma ville natale et mes amis. En fait, j'avais différé mon retour parce que je n'avais aucune envie de laisser Clerval dans une ville étrangère avant qu'il n'y eût noué quelques relations. Cependant, l'hiver fut agréable et le printemps, quoique plus tardif que de coutume, fut également beau. Le mois de mai avait déjà commencé et j'attendais tous les jours la lettre qui fixerait la date de mon départ quand Henri me proposa une excursion pédestre dans les environs d'Ingolstadt afin que je puisse prendre congé du pays où j'avais si longtemps habité. J'acceptai avec plaisir cette proposition. J'aimais l'exercice physique et Clerval avait toujours été mon compagnon favori lors des randonnées que nous faisions çà et là dans mon pays natal. Ce furent 15 jours de pérégrination. Ma santé et mon moral m'étaient revenus depuis longtemps, et le bon air, les avatars habituels du voyage, les discussions avec mon ami me fortifièrent plus encore. Les études m'avaient retenu à l'écart de mes semblables, et j'étais devenu un être asocial. Clerval réussit à ranimer en mon cœur de meilleurs sentiments. Il m'apprit à aimer de nouveau la contemplation de la nature et le visage souriant des enfants. Excellent ami, comme tu m'aimais sincèrement. Avec quel courage n'as-tu pas essayé d'élever mon âme au niveau de la tienne ? Des expériences égoïstes m'avaient miné l'esprit, mais par ta gentillesse et ta douceur, tu m'as rendu l'équilibre. Et je redevins la créature heureuse qui, il y a quelques années à peine, était aimée de tous et n'avait ni chagrin ni souci. Lorsque j'étais heureux, la nature avait le pouvoir de m'offrir les plus exquises sensations. Cette saison était vraiment divine. Les fleurs printanières s'épanouissaient dans les haies. Celles de l'été étaient sur le point d'éclore. Je n'étais plus la proie de ces pensées obsédantes qui, l'année dernière, en dépit de tous mes efforts, m'avaient terriblement tourmentée. Henri se réjouissait de mon entrain et partageait sincèrement mon allégresse. Il s'efforçait de me distraire et m'exprimait toutes ses impressions. En cette occurrence, les ressources de son esprit m'étonnèrent. Sa conversation était pleine d'imagination et très souvent, à l'instar des conteurs persans et arabes, il inventait des histoires merveilleuses et passionnantes. Parfois aussi, il récitait mes poèmes préférés ou m'entraînait dans des discours où il se montrait extrêmement ingénieux. Nous retournâmes à l'université un samedi après-midi. Les paysans dansaient et tous ceux que nous rencontrions semblaient gais et heureux. J'avais l'esprit libéré et je bondissais sous l'emprise d'une joie et d'une allégresse sans pareille.